qui te poursuit et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves des fées, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. Toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, mais tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. Hey ya, 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 hey ya. Mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. Mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao. Ce soir je pars, les jours gris ciao ciao, oh mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. Voilà. Mais les migrants, quand ils fuient l'Afrique, ils ne fuient pas l'Afrique comme ça. Les migrants fuient l'Afrique parce que l'Europe donne la possibilité aux dictateurs de mater le peuple, de mater les Africains. Et en même temps, dans les pays arabiques, il y en a qui massacrent les gens. Et ça fait que les Arabes commencent aussi à fuir. Mais ils viennent en Europe. Mais parce que, qui crée toutes ces zizanies? Mais les Illuminati, les francs-maçons, des sectes abominables qui veulent détruire l'humanité. Il y a des trafics des organes dans les pays arabiques, même en Afrique. Partout où il y a des esclaves, il y a des trafics d'organes. Chez moi, au Congo-Brazzaville, au Poul, la France a donné la carte verte à 8% pour qu'ils massacrent immensément. Et 8% tuent les Congolais du Poul. Et il y a trafic d'organes des enfants du Poul. Et la France ferme les yeux. Dominique de Villepin était allé au Congo chercher des mallettes de la France-Afrique. Il était allé avec plusieurs députés. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à des journalistes, parce qu'on leur a posé la question, on leur a demandé, mais vous venez, vous venez ici pourquoi? Parce que non, nous venons, c'est parce que on doit signer les documents, les bons traités, la France et le Congo-Brazzaville. Mais grandement faux. Ils sont allés chercher des mallettes de la France-Afrique. Chez 8%. Dominique de Villepin. Oui. Et ainsi que toute la marmaille des députés. Car les députés de l'Assemblée nationale
et du Sénat, les fanfarons vivent grâce à l'argent que les dictateurs leur donnent. Nous allons suivre des documentaires sur des biens mal acquis. Et c'est ça qui est à l'origine. À l'origine de l'immigration. Nous allons suivre un frère. Qu'est-ce qu'il dit sur l'immigration? Un frère, il parle bien, on va le suivre. Il dit tout sur l'immigration. On va le suivre. Ce frère est un frère qui il dit la vérité, rien que la vérité. Nous allons le suivre. Nous ne sommes pas d'accord. Et la philosophie de penser que tous les Africains, quand ils se réveillent le matin, leur rêve primordial, c'est d'aller en Occident. Non. Si aujourd'hui vous avez un afflux des Africains sur des radeaux, sur des bateaux là-bas, qui veulent entrer en Occident, c'est parce que l'Occident a détruit l'Afrique. La politique de l'Occident, la politique étrangère des Occidentaux est négative sur beaucoup de plans. Ce qu'on dit en anglais foreign policy. Votre foreign policy, votre politique étrangère est négative. Donc, vous croyez que cette situation là-bas va rester comme ça. Donc vous allez dominer le monde éternellement. Les peuples n'allaient pas se développer, avoir des stratégies, des générations futures allaient venir pour vous tenir tête. C'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Le conflit que vous avez avec les Arabes, soyons honnêtes, même si nous devons prendre que les Arabes sont des fous et n'ont jamais eu raison. Depuis que le monde est monde, ce n'est que vous les Occidentaux qui avez raison. Mais non, mais non, mais non. Le conflit c'est quoi? Vous allez chez les gens, vous voulez prendre leur terre parce qu'il y a du pétrole gratuitement, en imposant des gouvernements là-bas, en créant des guerres, parce que s'il y a la paix, vous viendrez acheter, vous allez acheter ça normalement à un prix qu'eux-mêmes vont vous fixer. Et vous devez leur donner beaucoup d'argent. Et avec cet argent là-bas, ils vont construire leur pays. Automatiquement, ils seront développés aussi. Ils seront vos concurrents. Et pour annuler tout ça, il faut créer un système là-bas qui vous permettrait d'aller prendre ce pétrole là-bas, soit gratuitement, en créant la guerre, soit à moindre frais, en mettant un dictateur là-bas, qui ne suivra que la voix de l'Occident, qui n'entendra jamais la voix de son peuple, parce qu'il est arrivé au pouvoir avec l'aide des Occidentaux. C'est ce qui s'est fait dans beaucoup de points dans le monde. Et l'Afrique n'en parlons même pas. Beaucoup de pouvoirs qu'on a en Afrique, ce sont des présidents qu'on peut appeler des mannequins, mis là-bas par les conglomérats, les multinationales des Occidentaux. On crée des coups d'État là-bas, on finance des milices là-bas. Il y a des guerres incessantes en Afrique. Au lieu de dire la vérité à vos enfants, que c'est nous, vos papas, nous les Occidentaux, qui faisons tout ça pour que vous puissiez manger, vous nourrir. Vos enfants allaient comprendre. Ils devaient changer leur vision de l'Afrique. Ils devaient changer leur comportement devant les Africains. C'est parce que vous ne leur dites pas la vérité. Quand ils voient maintenant les Africains fuir la misère, où est-ce qu'ils doivent aller? Ils doivent aller chez vous. Vous les chassez encore là-bas. Non, vous venez chez nous. Non, 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 non. Nous ne pouvons pas faire ça. C'est comme disait un homme politique français. Je ne sais pas, c'est un certain ministre français là, Michel Rocard, que la France ne peut pas accueillir excusez, toute la misère du monde. Mais ça, c'est se contredire. Ok, on peut accepter ça.
Si la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, alors il faut que cette même France-là cesse aussi d'accueillir tous les biens mal acquis du monde. Parce que beaucoup de biens mal acquis qui viennent spécialement d'Afrique sont hébergés en France. C'est ce qui a renfloué vos banques, qui fait avancer votre économie. Pourquoi vous devez ouvrir les portes de la France seulement pour accueillir les biens mal acquis que des présidents marionnettes que vous avez mis au pouvoir en Afrique volent, vous apportent et vous distribuez là-bas? Si vous devez accepter d'ouvrir les portes de la France pour accueillir les biens mal acquis, ouvrez aussi les portes de la France pour accueillir les gens que vous avez appauvris, pour qu'ils viennent manger chez vous. Vous devez être responsable, tirer des conséquences. Tu ne peux pas venir chez moi. Tu m'appauvris, tu me mets dans un état de pauvreté. Et quand je vois que trop c'est trop, je vais maintenant chez toi pour vouloir chercher une vie. Non, c'est le droit. L'homme a le droit d'avoir une vie meilleure. Si par ta politique, par ta stratégie, tu me prives d'une vie meilleure, où penses-tu que je dois aller? Je dois aller chez toi. Et beaucoup d'Africains s'en vont en Occident, non pas parce qu'ils aiment l'Occident. Chose que vous ne dites pas à vos enfants. Beaucoup d'Africains ne sont pas en Occident parce qu'ils aiment l'Occident. Non. C'est parce que votre système a appauvri, a détruit l'Afrique par des guerres, des pillages, tout ça. En fin de compte, la bonne place, l'homme est né avec un esprit de chercher le bonheur. C'est comme ça que Dieu a fait l'homme. Et ils finissent leur course chez vous. Et quand vous les recevez encore, vous commencez à les saboter, à les critiquer. Et rentrez chez vous, rentrez chez vous. Comment vont-ils rentrer? Changez de philosophie, changez de stratégie alors. Cessez d'amener des guerres en Afrique. Cessez de piller l'Afrique. Laissez les Africains chez eux. Laissez les Africains en paix. Et vous verrez si les Africains continueront à venir chez vous. Si vous laissez l'Afrique en paix, on fait des échanges. Au lieu de venir chez nous, piller, nous imposer votre système que vous avez créé là-bas. Aucun Africain ne viendra chez vous. L'Afrique, c'est un beau continent, un beau climat. On a beaucoup de choses là-bas, en état vierge, naturel. Il n'y a pas trop de pollution. Voilà. Voilà. Le frère a tout dit. Mais c'est la mauvaise politique de la communauté occidentale, qui pille immensément, donne la carte aux dictateurs de voler en Afrique. Et quand les Africains volent, les dictateurs volent, ils viennent cacher l'argent en Europe, aux États-Unis, ils se payent des palaces. Regardez Ali Bongo. Ali Bongo qui n'a pas gagné aux élections. Il a payé des biens. Des biens. Il en a en France. Il a pas mal de biens. Ali Bongo. Il a des biens au Québec, au Canada, aux États-Unis, au Mexique, Brésil. Il a eu l'argent où? Ali Bongo. PDG des ordures au Gabon, il vole l'argent du peuple. Sassou Nguesso, 8%, il vole l'argent du peuple. Hippolyte Kalambe, un Rwandais Tutsi, placé par la communauté internationale du sang, il vole l'argent des Congolais. Moïse Katumbi, qui n'est pas un Congolais de la RDC, placé par la communauté internationale du sang, au Katanga, ils volent l'argent du peuple. Les minéraux, ils volent. Rendez-vous compte, plus de 2500 véhicules chaque semaine qui sortent avec des quantités et quantités de minéraux du Congo RDC. Moïse Katumbi, un voleur, mais qui travaille pour la communauté internationale du sang.
Exactement comme Hippolyte Kanambe, qui a pris le Congo RDC en otage. Et quand les migrants viennent, voilà ce que le président Macron raconte. On va suivre Emmanuel Macron. Oui, mais les migrants, venez en masse. Venez en masse. Vous êtes les bienvenus en Europe. Venez en masse. Ils sont allés prendre à l'époque les parents esclaves. Mais ils doivent assumer. L'histoire se répète. Pourquoi ils pleurent? Venez en masse les migrants. Mais à bientôt, ils auront tous les migrants des pays de l'Afrique centrale qui vont venir. Hein? Oui. Et Emmanuel Macron a dit, il n'y a que des Ivoiriens, et les Ivoiriens, Sénégalais, Maliens. Mais grandement faux, il y a des Congolais de la RDC qui viennent, même des Congolais de Brazzaville. Oui. À cause de la mauvaise politique, assumez les pots cassés. Communauté internationale du sang. Et Emmanuel Macron ose dire, dont RFI hier, non, c'est parce que les Africains font beaucoup d'enfants. Ils ont 8 à 9 enfants. Emmanuel Macron, montre-moi combien d'enfants tu as. Commence d'abord à faire des enfants avant de donner des conseils au peuple africain. Fais d'abord des enfants. Oui, Emmanuel Macron. C'est bien beau de parler des Africains, mais fais d'abord des enfants. Et quand tu vas faire des enfants, on pourra causer. Cette jeunesse africaine, à tous ces jeunes qui sont candidats au départ, et bien de leur dire, vous pouvez ne pas quitter votre pays. Oui, mais regardons lucidement ce sujet des migrations. Les personnes très pauvres ne quittent pas leur pays. Non. Ce sont des classes moyennes de pays qui sont plutôt émergents. Voilà. Qui aujourd'hui passent... Vous voyez comment il ment? Emmanuel Macron ose dire que ceux qui viennent en Europe clandestinement, ce sont les classes moyennes. Donc, il y a les riches et il y a la classe moyenne après. Mais grandement faux. Si c'était la classe moyenne, ils allaient prendre l'avion. Mais ceux qui viennent, ce sont des pauvres. Emmanuel Macron, il tourne, il veut jongler. Mais il ne peut pas jongler avec nous. Nous allons écouter. Emmanuel Macron qui aime les dictateurs. Oui. Il adore recevoir les dictateurs. Mais maintenant qu'il assume, avec cette communauté internationale, qui ont tué immensement des Congolais. Oui, tellement de Congolais morts. Nous allons écouter Emmanuel Macron. C'est parti. Y a-t-il aussi, dans votre esprit, cette idée de pouvoir aider cette jeunesse africaine, à tous ces jeunes qui sont candidats au départ, et bien de leur dire, vous pouvez ne pas quitter votre pays? Oui, mais regardons lucidement ce sujet des migrations. Les personnes très pauvres ne quittent pas leur pays. Non. Ce sont des classes moyennes de pays qui sont plutôt émergents, qui aujourd'hui passent par la Libye, fait parfois des mois de camp pour rejoindre l'Europe. Regardons la réalité qui est derrière nous. Des pays de la Corne de l'Afrique qui sont en crise. Ceux-là ont droit à la protection consulaire, on leur donne l'asile, de manière inconditionnelle. Et la France a pris ses responsabilités en allant en Espagne, en allant à Malte encore là, pour récupérer, et nous avons des personnes venant d'Érythrée ou du Soudan. Mais une écrasante majorité de celles et ceux qui prennent la mer après des mois, voire des années d'errance, de souffrance, ils viennent de où? Nigeria, Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée. Est-ce que ces pays vivent moins bien qu'il y a 10 ans? Non. Et donc, il faut aussi, moi c'est le discours que j'ai en responsabilité avec l'ensemble des dirigeants, nous devons regarder, c'est qu'il y a une jeunesse qui considère qu'elle n'a plus d'espoir dans son pays. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7, 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. D'autant que... Vous avez entendu? 8 à 9 enfants, il ose dire, hein, que les Africains ont en Afrique, ce qui amène la pauvreté.
Mais pourquoi il ne dit pas à 8% Sassou qu'il l'aime bien? Hein? Arrête de tuer les Congolais de Brazzaville, arrête de voler l'argent, et maintenant les biens mal acquis que tu as en France, tu as des dossiers, Sassou, tu dois être arrêté. Pourquoi il ne fait pas cela? Mais il ose dire autre chose. 8 à 9 enfants, c'est ce qui amène la pauvreté en Afrique. Voilà un homme qui n'a pas d'enfants, qui ose donner des conseils au peuple noir. Est-ce que c'est normal? Hein? Nous allons suivre. C'est parti. En sortir. D'autant que la concentration de la richesse ne se fait pas bien. Et donc, avoir une politique de planning familial, avoir une politique d'éducation des jeunes filles, de lutte contre le mariage forcé, c'est la nécessité, c'est comme ça que l'Afrique deviendra un grand continent. Et moi, je veux être aux côtés de tous les dirigeants qui portent cette politique. C'est aussi pour ça que j'ai multiplié par 10 nos engagements en termes d'éducation, en particulier d'éducation des jeunes filles. Ensuite, c'est d'aider ces gouvernements à construire et à développer des universités en Afrique. Moi, je suis frappé à chaque fois que j'ai des jeunes partout en Afrique qui viennent vers moi et qui disent on veut des visas. J'en ai à plusieurs reprises, mais vouloir un visa, c'est pas un projet de vie. Bon, vouloir un visa, c'est pas un projet de vie. Mais qu'est-ce que les Blancs vont faire chez nous en Afrique? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais il faut maintenant que les Africains commencent à chasser les Blancs en Afrique. Il faut que les Africains disent plus question que les Blancs mettent leurs pattes en Afrique. Qu'est-ce qu'ils vont faire en Afrique? Ils vont pour les minerais. Ils vont pour chercher à épouser une femme du Congo RDC ou du Congo Brazzaville ou une femme du Gabon pour pouvoir avoir accès à la même mise sur les pillages des minerais. La vérité doit être dite. Mais maintenant les Blancs là, il faut commencer à les foutre dehors de l'Afrique. La vérité doit être dite. Emmanuel Macron, qui n'a pas d'enfant, ose vouloir donner des conseils aux Africains. Mais il n'a aucun droit. Est-ce qu'il connaît ce que c'est changer des couches à un bébé? Il ne connaît pas. Il ne connaît pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne sait pas comment changer des couches. Mais moi, le tiers africain, je sais. Parce que je suis père d'enfants. Oui, mais Emmanuel n'est pas un père d'enfants. Emmanuel a 0 enfants. La vérité doit être dite. Et il ose donner des conseils aux Africains. Dire, arrêtez de faire trop d'enfants, c'est ce qui amène la pauvreté. Grandement faux. Mais moi, je dirais Emmanuel Macron, arrêtez de donner des armes aux dictateurs et de massacrer le peuple africain. Le peuple africain fait encore plus d'enfants. Parce qu'ils ont trop tué en Afrique. Bobota les sous-sous, Bobota, Ebélé, Banaba, Ebélé. C'est quoi ça? Il n'a pas d'enfant, Emmanuel Macron, mais il ose donner des conseils. Mais c'est aberrant ça. Mais on a affaire à des psychopathes mythomanes. Mais c'est quoi ça? Faites beaucoup d'enfants, peuple africain. Moi, si j'étais en Afrique, moi le tiers africain, si j'étais en Afrique, j'allais avoir 2 à 3 belles femmes et j'allais avoir 20 à 25 ou 30 enfants. Les enfants, c'est une richesse. Ngai nalinga kabana. Les enfants, c'est bien. Et la femme, c'est la lumière de la terre. Moi, si. Hein? Oh, mais Nzambe ayebi. La femme, c'est la lumière de la terre. Emmanuel Macron ose dire, faites moins d'enfants. Non! L'Africain doit faire tant d'enfants. Oui. Et Emmanuel Macron n'a pas le droit. Ça, c'est l'ingérence dans les familles africaines. Lui, il est européen qui dit aux Français, ne faites plus d'enfants. Vu François Hollande, que j'avais surnommé François Hollanda, le parrain du mariage pour tous. Il a appliqué la loi mariage pour tous, mais mariage pour lui, parce que François
Hollande aime 2 hommes, mais les femmes, il n'aime pas. Il a dit mariage 2 hommes, mariage 2 femmes. Un psychopathe, un mythomane. La vérité doit être dite. Ce que d'autres pensent tout bas et ce qu'ils disent tout bas, moi je le pense tout haut et je le dis tout haut. Voilà. Emmanuel Macron n'a aucun conseil à donner au peuple africain et surtout au peuple bantou. Il n'a rien à dire. La vérité doit être dite. C'est quoi ça? Emmanuel Macron veut donner des conseils au peuple noir. Du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Nous allons suivre maintenant. Nous allons suivre. Maintenant, on va suivre. On va suivre. Non. Mais c'est quoi ça? Les Africains doivent faire tant d'enfants comme ils veulent. Personne n'a le droit de leur dire ce qu'ils doivent faire. Personne. Voilà. Awa Tokotala. Il y a trop d'esclaves en Afrique. Voilà. Il y a trop d'esclaves parce que la France permet aux dictateurs de tuer. La France permet aux dictateurs de racler tant de vies. Il y a trop de dictateurs en Afrique. Voilà. Et Emmanuel Macron doit dire aux dictateurs d'arrêter d'appauvrir l'Afrique. Car ceux qui appauvrissent l'Afrique, ce n'est pas 8 à 9 enfants. Ce sont les dictateurs. Oui. Moi, je suis là pour réveiller les consciences. Je suis là pour que, entre nous les résistants et les vrais combattants, que nous fassions des bonnes choses pour se débarrasser des dictateurs. Oui. Il y en a marre. Nous allons suivre autre chose. Très important. Et qui règnent dans leur pays, dans la plupart des pays d'immigration, les emplois sont rares, les salaires le sont aussi. Lorsqu'ils existent, ces salaires-là, ils sont trop faibles pour faire face au quotidien. Et c'est ce qui amène les populations à tenter leur chance ailleurs. C'est ce qui nous a été dit depuis quelque temps avant de cette émission. Faut-il pourtant aller à l'aventure au péril de sa vie? C'est une question que nous nous posons. Et l'actualité récente nous présente des chiffres effroyables. Ce soir, parlons ouvertement de l'immigration illégale. Et nous sommes avec Madame Cynthia Ekra. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du centre d'accueil des migrants. Nous vous avons appelé parce que vous allez recueillir souvent ces
personnes qui sont en détresse, de moins en moins de personnes ou bien de plus en plus De moins en moins. Depuis l'ouverture de ce centre d'accueil. Bon, c'est rassurant avant de commencer cette émission. Juste auprès de vous, il y a M. Isiaka Konaté, le directeur général des Ivoiriens de l'extérieur. Bonsoir. Bonsoir. Bien entendu, quand on parle de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, on fait allusion au ministère de l'intégration africaine. Et des Ivoiriens. Et on ne dira pas que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas sensible au sujet. Tout à fait. Très bien. Rassurant encore une fois pour commencer. Ensuite, Madame Mawa Bakayoko, vous êtes écrivaine, romancière. Vous avez écrit sur le sujet, sur la question, parce que vous avez fait le tour du monde et vous avez rencontré des personnes. Et cela vous a sensibilisé naturellement. Absolument. Bonsoir, Monsieur Fofana. En effet, j'ai eu la chance de rencontrer ces migrants à leur lieu d'arrivée. Et donc, ça m'a inspiré. J'ai voulu donc confiner cela dans des œuvres. Que l'on écrive un livre sur le sujet. Et pour terminer, Monsieur Drissa Diaby, vous êtes ancien candidat à l'immigration. J'ai envie de le dire comme ça. Vous avez tenté l'aventure. Effectivement. Vous avez réussi. Effectivement. Et vous avez dit que c'était dur. Très dur. Et vous avez dit que c'était un calvaire. Je ne conseille même pas à mon ennemi même de passer sur le passage clandestin même. Très bien. Alors, j'ajoute à cette liste la liste des 4 qui sont sur le plateau, que nous serons en contact téléphonique avec M. David Koumber. M. David Koumber est le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM en poste à Abidjan. Mais là, nous serons en contact avec lui au téléphone. Il est présentement aux États-Unis, et précisément à Indianapolis. Je voudrais vous dire ceci. L'immigration clandestine reste un sujet plus que jamais d'actualité. Le phénomène s'amplifie au fil des années malgré les risques, malgré l'hécatombe. On a appris par l'OIM justement, le 4 août dernier, que le cap des 2000 morts en mer a été franchi. Ce bilan, il est supérieur à celui de l'année dernière, à la même période. Voici l'état des lieux avec Michel Mambo qui confirme ce que nous venons de dire. Octobre 2013, 366 migrants clandestins morts en Méditerranée, près de Lampedusa. 2014, plus de 3000 décès enregistrés. Mardi 4 août 2015, l'Organisation internationale sur les migrations annonce que le cap des 2000 migrants morts en Méditerranée est déjà franchi pour ce qui concerne l'année en cours. Un bilan supérieur à celui de la même période de l'année 2014. Des morts, des Africains pour la plupart, et le continent continue d'en compter. Car en effet, rien ne semble freiner l'élan des candidats au départ. Selon l'Organisation internationale sur les migrations, quelques 188 000 migrants sont arrivés par la mer en Europe depuis le mois de janvier. Et l'OIM s'attend à ce que le chiffre symbolique de 200 000 personnes soit très rapidement atteint. Que ne feraient-ils pas ces aventuriers pour échapper à la pauvreté, au chômage, à la guerre? Peu importe les conditions du voyage, pour atteindre la terre promise, ils confient leur sort à des passeurs, des réseaux clandestins au prix de plusieurs années d'économie. Mais le rêve, bien souvent, vire au drame. La traversée, un véritable périple dans des conditions inimaginables. En plein désert ou en mer, chaque jour, des corps sont repêchés. Et pour les plus chanceux, il faudra faire face dès l'arrivée aux pires sévices et autres violations des droits de l'homme. Ce, après avoir bravé les barrières les plus imposantes dressées par les autorités des pays convoités pour barrer la route à ces sans-papiers. Tenter l'aventure pour s'offrir des lendemains meilleurs, noble idée peut-être, mais l'Eldorado est forcément de l'autre côté de la mer. La question reste posée. Monsieur David Koumber, vous avez suivi ce commentaire. Est-ce que l'Eldorado est forcément ailleurs? Bon, bonsoir, monsieur Latiné. Malheureusement, je n'ai pas bien saisi le début. C'est vrai, je crois, la dernière fois. Nous avons fait un résumé de la situation en donnant le nombre de personnes tuées en mer et dans le désert et ceux qui ont toujours tenté de partir. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous entendez, on vous fait un tel résumé, vous pensez que l'Eldorado est toujours ailleurs? Oui, effectivement, le problème persiste toujours et les gens continuent toujours à s'aventurer malgré la difficulté qu'ils rencontrent en cours de route. Et nous avons travaillé en collaboration avec d'autres institutions et des pays concernés pour faire face à cette figure, mais le problème persiste toujours. Et actuellement que je vous parle, chaque jour ou bien chaque semaine, il y a environ 2500 migrants qui quittent le Niger, précisément de Agagesh,
pour aller vers la Libye, tentant de traverser la mer. Et il y a d'énormes difficultés auxquelles ils sont rencontrés. Donc, le problème continue toujours. Et le nombre de l'espace, ça continue à augmenter. Et vous ne constatez pas que ces personnes ne pensent pas à un seul instant à rester chez elles pour travailler? Elles veulent absolument sortir? Oui, effectivement, la plupart veulent absolument sortir, soit par manque d'informations qu'ils n'en ont pas à partir des pays d'origine, et même pas dans les pays de transit, mais pour eux, je crois que le fait de tenter d'aller ailleurs est beaucoup plus important que de rester chez eux. Et la plupart des raisons qu'ils ont avancées pour ces gens d'aventure, c'est des raisons économiques. Il y a certains qui n'ont pas les moyens de trouver du travail chez eux. Et d'autres aussi pour les difficultés financières qu'ils cherchent à tenter d'aller. Et ce qui est un peu bizarre est qu'ils arrivent à dépenser suffisamment de fortune pour ces trajets. Et si ces fortunes allaient être réorientées dans peut-être le petit commerce chez eux, ils pouvaient vraiment s'en sortir facilement que tenter d'aller à l'aventure qui devient beaucoup plus difficile pour eux. Très bien, M. David, comme vous restez en ligne, nous allons revenir sur le plateau ici à Abidjan en posant la première question à M. Diaby. M. Diaby, vous avez tenté l'aventure, vous êtes là aujourd'hui à Abidjan. D'où vient cette obsession de vouloir partir? Pourquoi absolument vous avez voulu partir un jour? Oh, effectivement, souvent, on a l'intention d'aller à l'aventure pour cause d'orgueil. Parce que quand souvent on est dans le quartier, on voit nos amis qui vont à l'aventure, qui viennent avec des fortunes. Donc ça nous tente. Donc c'est dans cette tentation-là que beaucoup cherchent à aller à l'aventure. Et puis bon, après ça maintenant, au moment que ça allait en Côte d'Ivoire à 90%, vous voyez que la majorité des Ivoiriens n'allaient pas à l'aventure. Bon, après qu'il y a eu des sociaux politiques qui se sont mélangés, donc chacun se cherchait et beaucoup d'Ivoiriens ont cherché à aller à l'aventure. Mais vous particulièrement, qu'est-ce qui vous a décidé de déterminer un jour à partir? Oui, c'est ce que je dis. Pour moi, c'était l'orgueil. Parce que vous avez voulu faire comme les autres? Comme les autres. Et puis encore dans la famille, il y avait ma maman qui avait presque tous ses frères qui étaient à l'aventure et qui ne s'occupaient pas de ma maman. Et quand moi nous on était là, bon, un jour, il y a l'un de ses frères qui envoyait de l'argent, je crois 50 000 francs à ma maman. Et puis bon, mon papa était là, mon papa dit, mais que ça c'est quoi ça? Puis c'est maman qui dit que non, que c'est son frère qui l'a envoyé 50 000 francs. Et puis bon, mon papa a dit que non, mais non, on n'a pas besoin de ces 50 000 francs. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans, ils sont là-bas. Vous êtes l'aîné de la famille, bon, c'est pour ça, c'est une moquerie. Bon, dans l'orgueil-là, quand mon papa a dit, puis bon, celui qui venait à l'argent, il est parti à l'argent. Donc, moi, j'ai décidé un jour d'aller à l'aventure. Et pour aller à l'aventure, bon, j'étais chauffeur de taxi ici. Et comme j'ai collecté un peu d'argent, en ce moment, j'ai pris la direction aller au Mali. Quand je suis allé au Mali, je suis allé vers le Niger. Et en ce moment, le président du passé du Niger n'autorisait pas les gens de franchir le Niger par l'État nigérien n'autorisait pas. Vous quittez la Côte d'Ivoire, le Mali, ensuite mais je suis revenu au Mali. Vous êtes revenu au Mali? Au Mali, et du Mali, c'est là maintenant j'ai pris la route. Quand on est arrivé à Gao, on a pris un car. On était au moins 15 personnes. Et les 15 personnes plus les 2 cars, ça nous faisait 30 et quelques personnes. On a pris le car de Gao, on est allé à Tumiahuil qui ferait la frontière de l'Algérie. Et de la frontière de l'Algérie, on a pris un autre car, on est allé à Tamaracet, qui est toujours l'Algérie. Et de Tamaracet, on est allé à Jeannette. Et à Jeannette, maintenant, on est resté là-bas pendant 2 mois pour pouvoir rassembler au moins une 50aine de personnes pour avoir un guide. Et on avait un guide qui devait nous... Et c'est sur place que vous cherchez un guide? Oui, c'est sur place. Parce qu'on ne les connaît pas, c'est les Tamasheks. C'est les gens de la peau blanche. En tout cas, des personnes que vous ne connaissez pas. On ne les connaît pas. Donc, on prend les guides, on les connaît. Un guide, et puis le guide, on le suit. Donc, de là-bas, les premières personnes qui sont les plus rapides pour monter ici la colline,
C'est ceux qu'on a commencé à 6 h du matin. Les plus rapides arrivent à 14 h. De 6 h à 14 h. À 14 h. Et quand on arrive, on attend les autres. Quand les autres viennent, et puis maintenant on prend la route. On a fait 7 jours de marche de l'Algérie et en Libye. 7 jours de marche. 7 jours de marche. Et quand vous êtes presque arrivé en Libye, peut-être la nuit comme ça, vous voyez les lumières. Quand vous voyez les lumières, le guide vous montre, effectivement, vous voyez les lumières de loin. Vous êtes en train de dire que vous voyez les lumières de la Libye. De la Libye. De la Libye. Mais nous, on se croit que peut-être en marchant au moins 1 kilomètre que déjà on est arrivé en Libye. Alors que c'est archi faux. Parce que c'est dans le désert. Dès que vous descendez truc, vous voyez que vous faites au moins 20 km à pied. D'accord. Une question rapide. Vous avez dépensé à peu près combien là-bas, pour arriver en Libye, d'abord, j'ai dépensé 450 000 dans le passé. Ça, c'est arrivé d'abord en Libye. Très bien. En tout cas, on reviendra à vous tout ça. Monsieur Konaté, vous voyez, comment est-ce qu'on peut épargner ici et ne pas investir sur place et vouloir absolument partir? C'est pas étrange? On peut dire que c'est étrange, mais tout dépend de l'expérience, du niveau d'information des personnes qui sont, bien entendu, qui sont désireuses de partir. Vous devrez savoir que la loi ivoirienne est très claire. L'expatriation demeure quelque chose d'absolument volontaire et c'est personnel. Les gens prennent des décisions d'aller ailleurs. Mais il faut qu'on comprenne, au-delà de tout ce qui est expliqué, la réalité de l'immigration qui aujourd'hui demeure un drame qui est aussi meurtrier que n'importe quel autre fléau sur la terre. Il est donc très important qu'au demeurant, même si on veut améliorer sa vie, qu'on pense aussi aux conséquences qu'on peut perdre la vie. C'est André Malraux qui disait dans La condition humaine que une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Pour espérer améliorer sa vie, il faut être vivant. Et tenter une aventure qui peut nous faire perdre notre vie est absolument dangereuse pour notre personne dans un premier temps. Et il n'y a aucune garantie de réussite, comme M. Diaby vient de le dire. Madame Mekra, jusqu'à présent, on a écouté M. Diaby. À votre avis, quelle est la raison fondamentale qui amène tout le monde à vouloir partir? Je commencerai par dire que la mobilité d'abord est un droit fondamental dans la société contemporaine. Mais lorsqu'elle se fait en violation des règles édictées, elle devient automatiquement irrégulière. Outre les raisons de catastrophes naturelles ou de guerres suscitées par les troubles politiques, la migration est le fait exclusif de la pauvreté, au sens économique du terme. C'est-à-dire, les migrants vont à la recherche de conditions de vie meilleures, de salaires plus élevés, de droits et de protection mieux assurés. Alors que, en 1974, lors du premier choc pétrolier, la France, par exemple, a annoncé officiellement la suspension de l'immigration des travailleurs. Et de là a découlé 2 conséquences. La première, la fermeture des frontières à l'immigration de la main-d'œuvre. Et la seconde, l'intégration des personnes résidant en France de manière régulière. Donc tout cela va savoir à favoriser l'entrée illégale des migrants économiques persuadés que l'Eldorado, c'est de l'autre côté, dans ces différents pays. Mais la réalité nous a toujours démontré que ce n'est pas l'Eldorado, n'est pas ailleurs. Malheureusement. Et pourtant, on continue. Et pourtant, parce qu'il y a aussi les raisons culturelles. Raisons culturelles parce qu'il y a certains peuples, par exemple, où lorsque dans une famille, un fils ou une fille réside à l'étranger, cela représente un symbole de récit social. Et malheureusement, qu'importe les conditions dans lesquelles ces enfants accèdent à ces différents pays. En tout cas, voici quelques raisons fondamentales parmi tant d'autres. Très bien, on aura le temps de développer. Madame Bakayoko, selon vous, c'est quoi les raisons? Vous avez écrit, on vous a lu, mais je souhaiterais que vous-même vous l'expliquiez. Selon vous, c'est quoi les raisons pour ces personnes qui partent? Je vais rebondir sur la dernière phrase de Madame Ekra lorsqu'elle parlait de ce mythe-là. Il y a ce mythe du paradis occidental qui nous hante. Et toutes les familles aujourd'hui en Afrique ont au moins un immigré de l'autre côté. Et donc, l'envie de réussir en passant par ce paradis, je dirais fictif, est absolument implantée dans l'esprit de chacun des Africains aujourd'hui. Et donc, il est absolument nécessaire de procéder, je dirais, par une déconstruction de ce mythe-là, qui fait qu'aujourd'hui, on est prêt à vendre des affaires
fructueuse pour aller tenter l'aventure, parce que là-bas, on se dit que le bonheur se trouve de l'autre côté. Et essentiellement, c'est cela. Certainement, comme il l'a dit, après, nous voyons ces guerres, ces mauvaises gouvernances qui viennent ensuite, mais la première raison essentielle, c'est le mythe du paradis occidental qui nous hante, essentiellement. Et, on l'a lu aussi quelque part chez vous, que vous êtes en train de nous dire que le drame se féminise aussi. Le drame se féminise. Et vous allez vous rendre compte que sur ces chaloupes, aujourd'hui qui partent de l'autre côté, nous avons des femmes pratiquement à terme, avec des grossesses, des femmes portant des enfants qui tentent l'aventure de cette traversée, sans pour autant avoir conscience du danger. On se dit certainement, ceux qui arrivent, je pourrais être parmi ceux qui arrivent. On tente l'aventure, on tente le danger, je dirais même, on essaie d'affronter le danger parce qu'on se dit forcément de l'autre côté se trouve le bonheur. Et donc cette féminisation qui fait peur et qui devrait nous interpeller, aujourd'hui est chose courante. Et à tout âge, elles y vont à tout âge. Et quand on essaie de les ramener à la raison, c'est peine perdue parce qu'elles se disent qu'elles sont jeunes et forcément la traversée ne peut que leur réussir. Donc la féminisation aujourd'hui est une réalité aujourd'hui en Afrique. Monsieur Konaté, pourquoi est-ce que la situation, le phénomène aujourd'hui a explosé? Je pense qu'il faut tenir compte du contexte global. Ici aujourd'hui, il se trouve que dans le monde, la migration a fortement évolué. Il y a eu énormément de personnes qui ont tenté la migration, mais même si la Côte d'Ivoire est un peu concernée par le phénomène, nous ne faisons pas partie des premiers pays où les citoyens sortent massivement pour aller vers les pays occidentaux. J'aurais pu être d'accord avec vous si je n'avais pas vu un chiffre qui disait que la Côte d'Ivoire était parmi les 10 premiers pays concernés. La Côte d'Ivoire, il y a eu autour de 699 arrivées d'Ivoiriens selon le Migrant File. C'est un site sur lequel on va pour regarder le nombre de nationalités. Mais il faut reconnaître que quand même, au regard des autres nationalités, vous allez voir que la Côte d'Ivoire est tout à fait en bas de la courbe. Sur la courbe que vous avez vue, la Côte d'Ivoire est tout à fait en bas de cette courbe. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une situation de stabilité en Côte d'Ivoire qui fait que l'Ivoirien peut essayer de réfléchir et penser à son futur ici. Le plus important, c'est de trouver une campagne de sensibilisation. Moi, je voudrais dire aux Ivoiriens, particulièrement aux Ivoiriens de l'extérieur, que la Méditerranée, c'est plus de 2 510 000 km² en surface. Alors, c'est 8 fois la taille de la Côte d'Ivoire. C'est extrêmement difficile d'espérer traverser dans ces conditions et d'avoir une vie meilleure. Les probabilités de la mort sont plus élevées. Moi, je voudrais dire que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de difficultés, notre pays a traversé des périodes difficiles, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui permet justement de regarder la vérité en face, de penser que l'avenir n'est pas ailleurs, l'Eldorado n'est pas ailleurs que chez soi-même, et c'est ici l'Eldorado. Monsieur Koumbe, quelle réaction vous avez quand vous entendez ces développements-là? Et quelle est votre réaction tout de suite après tout ce que vous avez entendu comme argument, comme raison qui pousse les populations à sortir? Bon, très bien, quelques difficultés. Donc, Monsieur Diaby, décrivez-nous un peu ce qui se passe. Lorsque vous vous retrouvez dans le désert pendant 7 jours, pendant plus de 2 semaines pratiquement, en train de marcher, comment est-ce que vous soutenez pour partir, pour marcher, pour avancer? Bon. Est-ce que dans le désert, vous vous retrouvez sans boussole, j'ai envie de dire? Oui, parce qu'on a notre vie dans la main du guide. Et quand on a notre vie dans la main du guide, et on s'est dit que le guide, on ne lui donne pas la totalité de notre argent. Et malgré ça, quand on le guide ensemble, on attache le guide. Parce que si tu ne l'attaches pas, que le guide va pour vous laisser dans le désert, vous allez tous mourir. Et parce que cela arrive oui, effectivement. Et puis bon, si il y a une complicité entre les guides pour dire que bon, il y a tel groupe d'aventuriers qui vont, et ils vont sur la route et vous dépouillent. Hein. Et quand ils vous dépouillent, bon, vous restez... les gens calculent ceux qui meurent en partant dans la mer. C'est ce que les gens calculent. Mais ils ne calculent pas ceux-mêmes qui vont d'abord, avant d'arriver même en Libye. Ils ne calculent pas ça. Vous voyez, les gens ne calculent pas ça. Ils calculent ceux qui... Ce sont des estimations. Voilà, ça c'est des estimations. Mais ceux-mêmes qui prennent la route d'abord avant d'arriver en Libye, mais quand tu vas, en passant, tu vois plein de cadavres sur la route. Les chemins faisants. C'est le chemin faisant. Maintenant, quand vous arrivez maintenant en Libye,
Nous, en arrivant, je suis arrivé en Libye, j'étais arrivé à Gat, et puis je suis allé à Seba, puis après je suis arrivé à Tripoli. Quand je suis arrivé à Tripoli, maintenant, il y a toujours des coxeurs là-bas qui vous attendent. Et ces coxeurs-là, il y a d'autres mecs qui ne connaissent même pas la couleur de la mer. Parmi eux, il y a beaucoup d'aventureux. Ils ont le mal de mer. Et puis bon, il y a ces coxeurs, ils viennent, ils vous reçoivent, ils disent, bon, vous voulez partir en Europe, vous dites que oui, bon. Et vous dites, demande la somme. Ils disent, bon, ça fait 1 500 000. Ou bien d'autres même disent, bon, avec des bateaux, vous dites, ça fait 2 millions. Maintenant, les 1 500 000, et vous ne voyez jamais le bateau. Vous êtes là une nuit comme ça, on prend au moins 2 ou 3 personnes parmi vous qui sont un peu courageux. Comme moi-même, j'étais vraiment au four au moulin. Comme je vous avais dit, déterminé hors antenne. Je vous avais dit que en traversée du désert, j'avais souvent un peu de maux de tête. J'avais un ami qui avait déjà fait la route. Lui, il m'a donné au moins un petit comprimé qu'on a pensé que c'était... Je comprends parfaitement, c'est un récidiviste. Voilà, moi j'ai cru que c'était de l'aspirine. Bah, j'ai dit que j'avais mal à la tête. Donc il m'a donné l'aspirine quand j'ai pris, bon, que c'était plus que de l'aspirine. Donc vraiment, j'étais plus courageux que lui. Mais je comprends parfaitement. Et il vous a aidé à tenir... Il m'a aidé. Maintenant, quand on est arrivé dans le bateau, maintenant quand ils nous prennent, eux, ils prennent au moins 2 ou 3 personnes, ils nous apprennent à chavirer le bateau. Au moins 2 ou 3, 4 jours. Ils vous montrent le boussole, comment ça se passe, ceci, cela. Parce qu'ils vous font croire que quand on va presque arriver, quand eux, ils vont les voir, ils vont les attraper. Donc, nous, on est sûrs de... Maintenant, vous, 3, 4, quand on vous met dedans, au moins à 20 et quelques kilomètres, et ils ont un autre bateau qui vient, et ils montent dedans, ils se retournent. Et puis, vous laissent maintenant... Vous débrouillez en bateau. Et si vous avez pu arriver... Si vous avez pu arriver, c'est ça. Vous n'avez pas pu arriver, c'est ça. Dieu merci, bon. Comme Dieu était avec nous, Dieu a fait que nous sommes arrivés. Très bien. En tout cas, on comprend cela. Madame Bakayoko, oui, vous voulez réagir? Je voulais revenir. Vous avez dit tout à l'heure que les Ivoiriens se retrouvaient pratiquement dans les pays migrants aujourd'hui. Je voulais rebondir également sur l'intervention de monsieur. Effectivement, il y a le mythe du paradis occidental qui est là. Mais il y a ce mythe-là est entretenu et réchauffé par des situations politiques, économiques et autres. Alors, pour revenir sur la situation des Ivoiriens, effectivement, les Ivoiriens ne sont pas traditionnellement ceux qui sortaient le plus en Afrique de l'Ouest. Mais force est de constater que la dernière décennie d'instabilité a ouvert, je dirais, la boîte aux Pandore. Et pratiquement avec l'ONG avec qui je collabore, on a vu arriver par grappes, par milliers, je dirais, des Ivoiriens sur les côtes de Nouadhibou, ce qui n'existait pas avant. Donc l'instabilité favorise l'arrivée de ces migrants-là. Alors au-delà du mythe de ce paradis occidental, il y a des situations, des réalités qui les jettent sur les routes, qu'il faudrait voir de très près et puis commencer à trouver les premières solutions pour endiguer la situation. D'accord. Vous avez vu l'explication qu'elle donne. Vous appuyez cela ou bien vous avez autre explication à ajouter à cela? Les sorties de plus en plus d'Ivoiriens qui sortent, avec l'instabilité, ça c'est valable pour tous les pays d'ailleurs. C'était peut-être au début de la crise en 99. Mais depuis un certain nombre d'années, les Ivoiriens ont arrêté de sortir de manière illégale du pays. Parce que vu la stabilité politique du pays, ils reviennent de plus en plus. Et selon on l'a constaté lors du forum de la diaspora qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Donc je veux dire à ce niveau-là, comme on l'a dit, l'Ivoirien n'est pas un aventurier en tant que tel. Mais vu la crise qui se faisait dans le pays depuis les années 99, bon, cela a suscité des sorties clandestines du pays, mais jusqu'à présent, je crois que la situation qui s'est améliorée, les Ivoiriens comme eux reviennent dans le pays. Et oui, moi, je voudrais dire qu'il est quand même important de noter que face à ce phénomène, l'État du Côte d'Ivoire a pris ses responsabilités. Vous savez que lorsque le ministère a été créé, il y a eu une direction générale de créer, il y a 4 directions qui ont été mises en place, il y a le centre qui a été créé, il y a eu une conférence majeure ici en Côte d'Ivoire qui était sur la migration irrégulière avec la projection du film La Pirogue de Moussa Touré qui avait permis quand même de commencer à sensibiliser les zones sensibles.
notamment à l'université, ou qui aussi les quartiers défavorables. Mais aussi, il y a un phénomène qui est très important, c'est aussi l'éducation. Il nous faut réfléchir pour sensibiliser. Il faut quand même envoyer le message et que le message soit susceptible d'être compris. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui l'école obligatoire qui va intervenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, va permettre jusqu'à 16 ans d'avoir quand même un minimum de barrages intellectuels qui permettent aussi, qui aident la population à comprendre qu'il y a bel et bien des dangers au niveau de tenter l'aventure à tous les coups. Comme on le dit, hein, l'aventure à tous les coups, d'aucuns se disent que d'autres personnes sont arrivées, qu'elles ont les chances d'arriver. Mais sur les personnes qui sont arrivées, combien ont perdu leur vie? Nous, on souhaite lutter afin que les vies soient préservées. Même une vie a besoin d'être préservée. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un projet aussi intéressant sur le projet du centre que Mme Ekra dirige, qui quand même a permis de rentrer en contact avec énormément de jeunes qui avaient tenté l'aventure. Il faut juste continuer dans cette sensibilisation. Nous sommes en bon rapport avec l'Organisation internationale pour les migrations. M. Coumbert vous l'a dit, nous avons d'importants contacts. Nous réfléchissons à la création d'une sorte de comité présidentiel pour prendre en compte l'ensemble de ces préoccupations. Mais vous avez aussi vu que la Côte d'Ivoire a pris toutes ses responsabilités concernant les questions des Ivoiriens qui se retrouvaient en situation irrégulière ou en situation de détresse. Ça a été le cas en Centrafrique. Ça a été aussi récemment le cas au Gabon. D'ailleurs, au passage, je voudrais saluer l'excellent travail de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, son Excellence le général Mangou, pour tout le travail qu'ils font pour notre communauté qui s'est retrouvée en situation irrégulière et que l'État a favorisé, dont l'État a favorisé le retour en Côte d'Ivoire pour préserver des vies. Donc il y a quand même des efforts incroyables qui sont faits au niveau de l'État. Nous devons continuer sur cette voie avec l'aide des partenaires au développement et puis avec l'aide des personnes de bonne volonté comme Mme Barayoko, afin que nous puissions comprendre toute la réalité du phénomène en rapport avec ces gens et adapter chaque fois la stratégie qui est ici en Côte d'Ivoire de lutter contre l'immigration. Justement, vous parlez de la réalité. Alors j'ai envie de poser la question suivante. Est-ce que vous avez véritablement maîtrisé, M. Konaté, les motivations des candidats à l'immigration? Avant de répondre à la question, je veux vous laisser suivre cet élément parce que depuis quelques années, on a assisté à un déplacement massif des jeunes Africains vers les côtes méditerranéennes, un exode clandestin auquel il y a différentes explications. C'est sûr que vous avez les vôtres. Astou Touré a tendu le micro à des personnes qui, elles, se prononcent sur la question, les motivations des candidats à l'immigration. Ils se disent comme ça, de l'autre côté, ils peuvent, quand même si c'est un peu difficile, ils peuvent quand même s'en sortir. Et vu aussi les chances qui s'offrent à eux là-bas, ils ont cette possibilité-là de trouver facilement du travail. Même s'ils n'ont pas un niveau assez adéquat pour trouver un bon emploi, ils peuvent aller et puis travailler au marché noir, au black. Aller en Europe, pas seulement pour aller chercher de l'argent, mais c'est pour aller aussi apprendre la mentalité de ceux qui sont à l'extérieur. Par exemple, aller en Corée, en Chine, visiter et connaître beaucoup de choses dans ma vie. Je pense que c'est à la recherche du bonheur. Les gens pensent qu'étant chez eux, ils n'ont pas ce qu'il faut. Donc, ils pensent qu'en allant de l'autre côté, ils peuvent avoir un mieux-être. Aller en Europe, c'est un rêve pour moi aussi, c'est d'apprendre, découvrir des choses, et partager mes connaissances. Ce sont les études de 1, la motivation des amis. Moi, je pense que ici, la vie est un peu plus dure. Donc, on s'est dit qu'en passant de l'autre côté, ça irait mieux. Ça ne me tenterait même pas, quoi. Voilà. S'il faut y aller, c'est dans les conditions normales. Si tu ne peux pas y aller, mieux vaut être ici, quoi. Je dirais, dans un premier temps, il y a la pauvreté. C'est parce qu'ils n'ont pas de quoi... en fait, rien ne les retient ici. Ils n'ont pas de quoi vivre, peut-être, ou bien ils n'ont pas de moyens de subsistance. Ou encore, je dirais que c'est nos frères qui sont là-bas qui les font miroiter, ou certains. Parce que quand ils viennent en vacances, c'est beaucoup plus pour parler de leur vie, c'est pour dire qu'ils vivent mieux là-bas qu'ici. Ils sont toujours en train de gaspiller de l'argent parce qu'ils arrivent à venir en vacances, ils ont eu les papiers, c'est la belle vie. Donc celui qui est ici, qui n'arrive même pas à faire quelque chose de sa vie, quand il voit ça, il veut aller aussi tenter sa chance. On peut d'abord citer la désinformation. Les gens ne sont pas suffisamment informés des dangers qu'ils courent quand ils doivent partir d'un pays vers un autre, surtout en utilisant des moyens illégaux. L'immigration en tant que phénomène, je pense que c'est quelque chose qui peut se comprendre quand on tient compte du contexte
socioculturels et puis des enjeux économiques, par exemple, dans un pays, et puis également des phénomènes comme la guerre. Je pense qu'il est tout à fait normal que des individus aient envie d'aller vers d'autres cieux où ils pensent avoir de conditions de vie meilleures. Mais également, il y a comme une certaine culture du danger qui, petit à petit, s'est, on va dire, incrustée dans l'esprit des gens, surtout dans les pays en voie de développement. Les gens sont convaincus qu'en prenant tous les risques, on peut arriver loin. On dit qu'il ne risque rien à rien. Madame Ekra, il y a plusieurs raisons qui ont été évoquées, hein. Vous en avez déjà développé sur le plateau, mais est-ce que pour